Chaque chose, autant qu'il est en elle, s'efforce de persévérer dans son être. C'est ce que j'ai écrit dans l'Éthique, partie 3, proposition 6. Ces mots simples contiennent le secret le plus puissant contre la procrastination que l'humanité ait jamais découvert. Et pourtant, 3 siècles et demi plus tard, presque personne ne comprend vraiment ce que je voulais dire. Je suis Baruch Spinoza, et aujourd'hui, je veux partager avec vous la vérité radicale qui a coûté mon excommunication, ma réputation et presque ma vie, mais qui m'a libéré de toutes les chaînes qui enchaînent l'esprit humain. Vous voyez, la procrastination n'est pas ce que vous croyez. Ce n'est pas de la paresse. Ce n'est pas un défaut de caractère. Ce n'est pas un manque de volonté. La procrastination est l'expression naturelle et inévitable d'un esprit qui vit sous l'esclavage des passions, d'un être humain qui ne comprend pas sa propre nature, d'une personne qui croit être libre alors qu'elle est enchaînée par des causes qu'elle ignore complètement. Pourquoi procrastinez-vous? Vraiment, pourquoi? Pensez-vous que c'est parce que vous êtes faible? Pensez-vous que vous devez simplement essayer plus fort? Permettez-moi de vous dire quelque chose qui va détruire tout ce que les coachs de développement personnel vous ont raconté. Votre volonté libre n'existe pas. Pas de la manière dont vous le croyez. Et c'est précisément en comprenant cette vérité terrifiante que vous trouverez la vraie liberté. Si vous cherchez une vérité philosophique authentique qui transformera non seulement votre productivité, mais votre existence entière, inscrivez-vous à cette chaîne et activez les notifications, car ce que je vais révéler dans les prochaines minutes va ébranler les fondations même de votre compréhension de vous-même. Quand j'ai écrit l'éthique dans ma petite chambre de La Haye polissant des lentilles pendant la journée, pour survivre ostracisé par ma propre communauté menacée par les autorités religieuses, j'ai découvert quelque chose que personne avant moi n'avait osé formuler avec une telle clarté géométrique. J'ai découvert que ce que nous appelons procrastination est simplement le symptôme visible d'une maladie bien plus profonde. L'ignorance de notre propre nature. Vous voulez arrêter de procrastiner? Alors vous devez d'abord comprendre ce qu'est réellement un être humain, ce qu'est réellement l'esprit et ce qu'est réellement l'action. Et je vous préviens maintenant, cette compréhension va détruire toutes vos illusions confortables sur la liberté, le choix et la volonté. Commençons par le concept le plus fondamental, celui que j'ai appelé le conatus. Dans l'éthique, partie 3 et proposition 7, j'ai écrit « L'effort par lequel chaque chose s'efforce de persévérer dans son être n'est rien d'autre que l'essence actuelle de cette chose. » Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Imaginez que vous êtes un océan infini d'énergie vitale. Chaque vague, chaque mouvement de cet océan représente votre conatus, votre effort fondamental pour exister, pour persévérer, pour maintenir et augmenter votre puissance d'agir. Ce n'est pas quelque chose que vous choisissez de faire, c'est ce que vous êtes. Votre essence même est cet effort. Quand vous respirez, ce n'est pas parce que vous décidez consciemment de respirer à chaque instant. Votre corps, qui est une modification de la substance infinie, que j'appelle Deus sive natura, Dieu ou la nature, s'efforce naturellement de maintenir son existence. Pourquoi alors procrastinez-vous si votre essence est de persévérer dans votre être? Voici où tout devient fascinant et où commence la véritable compréhension. Dans l'éthique, partie 3, proposition 9, j'ai écrit « L'esprit, aussi bien en tant qu'il a des idées claires et distinctes, qu'en tant qu'il a des idées confuses, s'efforce de persévérer dans son être pour une durée indéfinie et il est conscient de cet effort. » Vous voyez le problème. Votre esprit s'efforce toujours de persévérer, mais il peut le faire soit avec des idées claires et distinctes, soit avec des idées confuses. La procrastination n'est pas l'absence d'effort, c'est l'effort dirigé par des idées confuses, par des passions qui naissent de votre ignorance, des véritables causes qui vous affectent. Laissez-moi vous donner une métaphore visuelle que vous pourrez garder en mémoire. Imaginez votre esprit comme un navire sur l'océan. Le conatus est le vent qui pousse toujours les voiles. Ce vent ne s'arrête jamais. Mais si vous ne comprenez pas les courants, si vous ne savez pas lire les étoiles, si vous confondez le nord avec le sud,
Votre navire sera poussé dans toutes les directions sauf celles que vous croyez désirer. Les passions sont comme des tempêtes qui vous font croire que vous choisissez votre direction alors que vous êtes simplement ballotté par des forces que vous ne comprenez pas. La raison, au contraire, est comme une carte précise et une boussole exacte. Elle ne crée pas le vent, elle ne contrôle pas l'océan, mais elle vous permet de naviguer avec ses forces plutôt que contre elles. Maintenant, creusons plus profondément. Qu'est-ce qu'une passion ? Dans l'éthique partie 3, définition 3, j'ai défini « Par affect, j'entends les affections du corps, par lesquelles la puissance d'agir de ce corps est augmentée ou diminuée, aidée ou contrariée, et en même temps les idées de ces affections. » Une passion est un affect dont nous ne sommes pas la cause adéquate. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que lorsque vous procrastinez, vous subissez des affects qui diminuent votre puissance d'agir, et vous les subissez parce que vous ne comprenez pas leur véritable cause. Vous croyez que vous choisissez de regarder une vidéo de plus, de consulter votre téléphone encore une fois, de remettre à demain ce que vous devriez faire aujourd'hui. Mais en réalité, vous êtes causé à agir ainsi par une chaîne infinie de causes dont vous ignorez presque tout. Comment savons-nous cela ? Parce que si vous étiez vraiment la cause adéquate de vos actions, si vous compreniez clairement pourquoi vous agissez comme vous le faites, vous agiriez selon la raison. Et agir selon la raison signifie toujours agir de manière à augmenter votre puissance d'agir, jamais à la diminuer. Dans l'éthique, partie 4, proposition 26, j'ai démontré ce que nous nous efforçons de faire par raison n'est rien d'autre que comprendre. Et l'esprit, en tant qu'il use de raison, ne juge utile pour lui rien d'autre que ce qui le conduit à comprendre. Voyez-vous le paradoxe magnifique ? Quand vous comprenez vraiment quelque chose, vous ne pouvez pas agir contre cette compréhension. C'est impossible. L'ignorance seule permet la procrastination. Permettez-moi d'introduire maintenant un concept crucial que mes contemporains ont trouvé scandaleux et que beaucoup aujourd'hui encore refusent d'accepter. Dans l'éthique partie 2, proposition 49, j'ai écrit « Il n'y a dans l'esprit aucune volonté absolue ou libre, mais l'esprit est déterminé à vouloir ceci ou cela par une cause qui est aussi déterminée par une autre, et cette autre l'est à son tour par une autre, et ainsi à l'infini. » Vous entendez ce que je dis ? Il n'y a pas de libre arbitre, pas au sens où vous l'imaginez. Quand vous dites « je choisis de procrastiner » ou « je choisis de travailler », vous ne faites que nommer votre ignorance des véritables causes qui vous déterminent. Vous êtes comme un caillou qui, jeté dans l'air, prendrait conscience de son mouvement et croirait qu'il vole de sa propre volonté. Mais attendez, avant que vous ne pensiez que je prêche le fatalisme, que je vous dis que vous êtes impuissant, laissez-moi vous révéler le retournement dialectique le plus extraordinaire de toute l'histoire de la philosophie. C'est précisément en comprenant que vous n'êtes pas libre au sens du libre arbitre que vous devenez véritablement libre. Comment est-ce possible ? Parce que la liberté authentique n'est pas l'absence de détermination. La liberté authentique est la compréhension de votre détermination. Dans l'éthique, partie 1, définition 7, j'ai écrit « Cette chose est dite libre qui existe par la seule nécessité de sa nature et est déterminée par soi seul à agir. Dieu seul est libre en ce sens absolu, mais nous, mode fini de la substance infinie, nous pouvons participer à cette liberté dans la mesure où nous comprenons les causes qui nous déterminent. Voici le secret que je veux que vous graviez dans votre esprit, comme si c'était écrit avec du feu. Vous ne pouvez pas choisir de ne pas être déterminé, mais vous pouvez choisir d'être déterminé par des causes que vous comprenez plutôt que par des causes qui vous demeurent obscures. Quand vous êtes déterminé par des causes externes que vous ne comprenez pas, quand vous agissez sous l'emprise des passions, vous êtes esclave. Quand vous êtes déterminé par des causes que vous comprenez clairement, quand vous agissez selon la raison, vous êtes libre. La procrastination est l'état d'esclavage. L'action guidée par la connaissance
est l'état de liberté. Et la transition de l'une à l'autre n'est pas une question de volonté, mais de compréhension. Maintenant, je dois vous parler des 3 genres de connaissances que j'ai distingués dans l'éthique, car c'est là que réside la clé pratique pour vaincre la procrastination. Dans l'éthique, partie 2, proposition 40, Scoli 2, j'ai écrit qu'il y a 3 genres de connaissances. Le premier genre, que j'appelle opinion ou imagination, consiste en des perceptions vagues issues de l'expérience aléatoire ou des signes. C'est le niveau le plus bas de connaissance, celui où vivent la plupart des êtres humains, la plupart du temps. Quand vous procrastinez, vous opérez presque toujours à ce niveau. Vous avez des impressions vagues, des désirs confus, des peurs indéfinies. Vous voyez une notification sur votre téléphone et vous la consultez sans réfléchir. Vous ressentez une légère anxiété face à une tâche difficile et vous fuyez vers une distraction facile. Tout cela relève du premier genre de connaissance. Le deuxième genre de connaissance, que j'appelle raison, consiste en des notions communes et des idées adéquates des propriétés des choses. C'est ici que commence la vraie liberté. Quand vous comprenez par la raison pourquoi vous procrastinez, quand vous saisissez les mécanismes psychologiques qui produisent ce comportement, quand vous voyez clairement la chaîne causale qui mène de certains affects à certaines actions, vous commencez à vous libérer. Pourquoi? Parce qu'une idée adéquate est toujours plus puissante qu'une idée inadéquate. Dans l'éthique, partie 4, proposition 7, j'ai démontré un affect ne peut être contraint ni supprimé si ce n'est par un affect contraire et plus fort que l'affect à contraindre. Mais la raison elle-même peut produire des affects actifs qui sont plus puissants que les affects passifs de la procrastination. Et puis il y a le troisième genre de connaissance, que j'appelle science intuitive. C'est le niveau le plus élevé, celui où l'esprit saisit l'essence singulière des choses et les voit sub specie aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité. À ce niveau, la procrastination devient littéralement impossible, non pas parce que vous la combattez avec effort, mais parce que vous comprenez si clairement votre nature et votre place dans la nature infinie que vous agissez avec la nécessité joyeuse d'une chose qui ne peut pas être autrement qu'elle n'est. C'est ce que j'appelle la béatitude, et c'est le sommet de la vie humaine. Mais nous n'en sommes pas encore là. Construisons d'abord une compréhension solide du niveau rationnel. Permettez-moi de vous expliquer exactement comment les passions causent la procrastination selon mon système philosophique. Dans l'éthique, partie 3, j'ai identifié 3 affects primaires dont tous les autres dérivent. Le désir, la joie et la tristesse. Le désir est l'essence même de l'homme en tant qu'elle est conçue comme déterminée à faire quelque chose. La joie est le passage de l'homme d'une moindre à une plus grande perfection. La tristesse est le passage d'une plus grande à une moindre perfection. Maintenant, écoutez attentivement. La procrastination est toujours associée à la tristesse, même quand elle semble plaisante. Comment est-ce possible? Quand vous reportez une tâche importante pour faire quelque chose de plus agréable, vous vivez 2 mouvements affectifs simultanés. D'abord, vous ressentez l'affect de tristesse associé à la tâche difficile. Cette tâche est perçue par votre imagination confuse comme quelque chose qui va diminuer votre puissance d'agir, vous causer de la douleur, vous exposer à l'échec. Peu importe que cette perception soit erronée, peu importe que la réalité soit que accomplir cette tâche augmenterait réellement votre puissance. Votre imagination, votre premier genre de connaissance, vous présente une idée inadéquate de la situation. Ensuite, vous vous tournez vers une distraction qui semble vous apporter de la joie immédiate. Cette joie est réelle dans l'instant, mais elle est aussi inadéquate parce qu'elle ne découle pas d'une compréhension claire de ce qui augmente réellement votre puissance sur le long terme. Dans l'éthique, partie 4, proposition 59, j'ai démontré à toutes les actions auxquelles nous sommes déterminés par un affect qui est une passion, nous pouvons être déterminés par la raison indépendamment de cet affect. Vous voyez l'implication révolutionnaire? Vous pouvez accomplir exactement les mêmes actions que vous accomplissez maintenant sous l'emprise des passions, mais vous pouvez les accomplir
par raison. La différence n'est pas dans l'action externe, mais dans la cause interne. Quand vous travaillez par peur de l'échec, vous êtes esclave. Quand vous travaillez par compréhension claire que ce travail augmente votre puissance d'être, vous êtes libre. L'action peut sembler identique de l'extérieur, mais de l'intérieur, c'est la différence entre l'esclavage et la liberté. Maintenant, je veux vous parler d'un concept que mes interprètes modernes, particulièrement Gilles Deleuze dans son magnifique livre Spinoza, Philosophie pratique, ont bien compris, mais que la culture populaire ignore complètement. Ce concept est celui du corps et de l'esprit comme un seul et même individu, exprimé de deux manières différentes. Dans l'éthique, partie 3, proposition 2, j'ai écrit « Ni le corps ne peut déterminer l'esprit à penser, ni l'esprit ne peut déterminer le corps au mouvement ou au repos. » Cela semble contradictoire avec tout ce que je viens de dire, n'est-ce pas? Comment pouvez-vous agir par raison si l'esprit ne peut pas déterminer le corps? La résolution de ce paradoxe apparent est sublime. Le corps et l'esprit ne sont pas deux substances séparées qui interagissent, comme le croyait mon ancien professeur Descartes avec son dualisme absurde. Non, le corps et l'esprit sont un seul et même individu, conçu tantôt sous l'attribut de l'étendue, tantôt sous l'attribut de la pensée. Dans l'éthique, partie 2, proposition 7, j'ai écrit « L'ordre et la connexion des idées sont les mêmes que l'ordre et la connexion des choses. » Cela signifie que chaque état mental a un corrélat corporel exact et vice-versa. Ils ne se causent pas l'un l'autre. Ils sont les deux faces de la même réalité unique. Qu'est-ce que cela signifie pour la procrastination? Cela signifie que quand vous dites « Je veux travailler mais mon corps refuse », vous formulez mal le problème. Il n'y a pas deux entités en conflit. Il y a un seul individu, vous, qui est simultanément un corps affecté de certaines manières et un esprit ayant certaines idées. Et ces deux aspects sont parfaitement coordonnés. Quand vous procrastinez, ce n'est pas votre esprit contre votre corps. C'est vous tout entier, corps-esprit indivisible, qui êtes déterminé par des causes inadéquates à agir d'une certaine manière. Et la solution n'est pas de renforcer votre volonté contre votre corps, car cette volonté n'existe pas comme entité séparée. La solution est de transformer vos idées, car en transformant vos idées, vous transformez simultanément et nécessairement les affects de votre corps. Laissez-moi vous donner un exemple concret tiré de ma propre vie. Après mon excommunication de la communauté juive d'Amsterdam en 1656, à l'âge de 23 ans, j'aurais pu sombrer dans le désespoir. J'avais perdu ma famille, ma communauté, ma sécurité économique. Les autorités juives avaient prononcé le RM le plus sévère jamais émis, me maudissant de toutes les malédictions écrites dans la Torah. Personne ne devait me parler, me loger, me nourrir, ou même se tenir à moins de 4 coudées de moi. J'étais mort civilement, et pourtant je n'ai pas procrastiné, je n'ai pas abandonné mon travail philosophique. Comment était-ce possible? Parce que j'avais déjà commencé à comprendre que mon bonheur, ma béatitude, ne dépendait pas de causes externes. Elle dépendait de ma compréhension de la nature infinie et de ma place en elle. Dans l'éthique, partie 5, proposition 10, Scoli, j'ai écrit « Tant que nous ne sommes pas agités par des affects qui sont contraires à notre nature, nous avons le pouvoir d'ordonner et d'enchaîner les affections du corps selon l'ordre pour l'entendement. » C'est une instruction pratique extraordinairement puissante. Vous pouvez littéralement réorganiser vos affects corporels selon l'ordre de votre raison. Comment? En formant des idées claires et distinctes de vos affects. Quand vous ressentez l'anxiété qui vous pousse à procrastiner, ne la fuyez pas. Observez-la. Analysez-la. Demandez-vous, quelle est la véritable cause de cet affect? Est-ce une idée claire de quelque chose qui diminue réellement ma puissance? Ou est-ce une idée confuse, basée sur une perception inadéquate? Voici une métaphore que je veux que vous visualisiez clairement. Imaginez que vos affects sont comme les touches d'un grand orgue. Quand vous vivez au niveau de l'imagination, du premier genre de connaissance, vous êtes comme quelqu'un
qui frappe les touches au hasard, produisant du bruit chaotique. Parfois ça sonne bien par accident, parfois c'est discordant, mais vous ne contrôlez rien vraiment. Quand vous élevez votre compréhension au niveau de la raison, vous commencez à voir la structure de l'orgue, comment les touches sont organisées, comment différentes combinaisons produisent différents effets. Vous pouvez commencer à jouer délibérément, à composer. Et quand vous atteignez le niveau de la science intuitive, vous ne jouez plus de l'orgue, vous êtes l'orgue. Votre compréhension de vous-même et de la nature est si complète que chaque note sonne avec une nécessité parfaite et joyeuse. Maintenant, permettez-moi de vous dire quelque chose que vous trouverez peut-être choquant. La plupart des gens qui vous parlent de productivité, de gestion du temps, de vaincre la procrastination, vous mentent. Pas consciemment peut-être, mais ils vous mentent quand même. Pourquoi? Parce qu'ils supposent que vous avez un problème de volonté alors que vous avez un problème de connaissance. Ils vous disent de créer des habitudes, d'utiliser des minuteurs, de vous récompenser, de vous punir. Toutes ces techniques peuvent fonctionner temporairement, mais elles vous maintiennent au niveau de l'esclavage parce qu'elles supposent que vous devez vous forcer à agir contre vos affects naturels. Elles ne comprennent pas que la seule solution durable est de transformer vos affects à leurs racines en transformant vos idées. Le grand philosophe stoïcien Épictète, que j'admirais profondément, même si je n'étais pas d'accord avec lui sur tout, a dit « Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais les opinions que nous avons à leur sujet. » C'était brillant, mais incomplet. J'ai poussé cette intuition jusqu'à sa conclusion logique nécessaire. Ce ne sont pas simplement nos opinions qui nous troublent, mais la nature même de nos idées, qu'elles soient adéquates ou inadéquates. Et nous ne pouvons pas changer nos opinions par un simple acte de volonté, car cette volonté elle-même n'existe pas. Nous changeons nos opinions en acquérant des idées plus adéquates qui sont nécessairement plus puissantes que les idées inadéquates qu'elles remplacent. Dans l'éthique, partie 4, proposition 1, j'ai posé le fondement de toute ma philosophie pratique. Rien de ce qu'a de positif une idée fausse n'est supprimé par la présence du vrai en tant que vrai. Cela signifie que vous ne pouvez pas simplement décider qu'une idée est fausse et l'abandonner. Une idée fausse contient toujours quelque chose de positif, quelque réalité, qui persiste jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par une idée plus adéquate qui explique tout ce que l'idée fausse expliquait plus davantage. Quand vous croyez que procrastiner vous protège de la douleur, cette croyance contient une vérité partielle. Procrastiner vous protège effectivement de la douleur immédiate. Vous ne pouvez pas vaincre cette croyance en la niant simplement. Vous devez la remplacer par une compréhension plus complète qui reconnaît que oui, procrastiner évite la douleur immédiate, mais au prix d'une diminution bien plus grande de votre puissance à long terme. Laissez-moi maintenant vous révéler un secret que j'ai découvert en étudiant les géomètres et les mathématiciens. Dans le traité de la réforme de l'entendement, j'ai écrit sur la méthode correcte pour acquérir la connaissance. J'ai dit que notre esprit possède naturellement la capacité de former des idées vraies et que tout ce dont nous avons besoin est d'apprendre à diriger cette capacité correctement, comme un artisan apprend à utiliser ses outils. Quel est le rapport avec la procrastination? Tout. Parce que procrastiner, c'est utiliser mal votre capacité naturelle de former des idées. Vous formez des idées confuses de vos tâches, des idées inadéquates de vos capacités, des idées tronquées de vos buts. Et ces idées inadéquates génèrent naturellement des affects tristes qui diminuent votre puissance d'agir. Voici l'exercice pratique le plus puissant que je puisse vous donner, basé sur ma philosophie. La prochaine fois que vous vous sentez poussé à procrastiner, arrêtez-vous. Ne luttez pas contre l'impulsion. Au lieu de cela, examinez-la avec la même attention géométrique qu'Euclide examinait ses triangles. Demandez-vous, quel affect précis est-ce que je ressens? Peur, ennui, anxiété, frustration? Nommez-le avec précision. Ensuite, demandez-vous, quelle idée génère cet affect? De quoi ai-je peur exactement? Qu'est-ce que je crois à propos de cette tâche qui génère cet ennui? Quelle anticipation crée cette anxiété?
former une idée claire et distincte de l'affect et de sa cause. Et voici le miracle. Rien que cet acte d'examen rationnel commencera à transformer l'affect lui-même. Pourquoi? Parce que dans l'éthique, partie 5, proposition 3, j'ai démontré un affect qui est une passion cesse d'être une passion sitôt que nous en formons une idée claire et distincte. Ce n'est pas de la magie, c'est de la géométrie mentale. Un affect passif est un affect dont nous ne sommes pas la cause adéquate, un affect qui nous arrive de l'extérieur sans que nous le comprenions. Dès que nous formons une idée claire de cet affect, nous commençons à en devenir la cause adéquate. Et il cesse donc d'être une passion pour devenir une action. La peur confuse qui vous paralysait devient une prudence rationnelle qui vous guide. L'anxiété vague devient une évaluation claire des défis réels et de vos capacités réelles. Maintenant, je vais vous dire quelque chose que mes commentateurs modernes, particulièrement Jonathan Israel dans son magistral Radical Enlightenment, ont bien compris. Ma philosophie était dangereuse. Elle l'est toujours. Pourquoi? Parce qu'elle détruit tous les mécanismes de contrôle social basés sur la peur et la superstition. Les autorités religieuses de mon temps m'ont haï parce que j'ai dit que Dieu n'est pas un législateur qui récompense et punit selon son bon plaisir. Dans le traité théologico-politique, chapitre 6, j'ai écrit que les miracles de la Bible doivent être interprétés naturellement, que Dieu agit uniquement selon les lois nécessaires de la nature. Les autorités politiques m'ont censuré parce que j'ai dit que la liberté de penser est absolue et inaliénable. Et les philosophes académiques m'ont ignoré ou caricaturé parce que j'ai osé présenter la métaphysique avec la certitude de la géométrie. Mais voici ce que je veux que vous compreniez. Ces mêmes mécanismes de contrôle basés sur la peur et la superstition sont exactement ce qui vous fait procrastiner. Quand on vous dit que vous devez travailler, sinon vous êtes une mauvaise personne, c'est de la superstition. Quand on vous dit que vous devez être productif pour avoir de la valeur, c'est de la superstition. Quand on vous dit que la volonté forte est une vertu morale, c'est de la superstition. Toutes ces idées génèrent de la culpabilité, de l'anxiété, de la honte, des affects tristes qui diminuent votre puissance d'agir. Et quand votre puissance d'agir est diminuée, vous procrastinez naturellement comme une pierre tombe naturellement, parce que c'est la loi de votre nature d'éviter ce qui vous affaiblit et de rechercher ce qui vous renforce. La véritable solution n'est pas de vous battre contre vous-même avec plus de volonté. La véritable solution est de comprendre clairement ce qui constitue réellement votre bien, votre utilité authentique. Dans l'éthique partie 4, proposition 18, Scully, j'ai écrit « Ce que nous apercevons certainement être bon ou mauvais est un affect de joie ou de tristesse, en tant que nous en sommes conscients, et par suite, ce que nous apercevons certainement être bon, nous en avons nécessairement de l'appétit, tandis que nous avons de l'aversion pour ce que nous apercevons certainement être mauvais. Vous voyez l'implication? Si vous perceviez vraiment, clairement, certainement qu'accomplir une certaine tâche est bon pour vous, augmente votre puissance, vous contribue à vous rapprocher de la béatitude, vous ne pourriez pas ne pas la désirer. L'impossibilité de ne pas la faire suivrait aussi nécessairement que 2 plus 2 font 4. Le problème, le seul problème, c'est que vous ne percevez pas clairement. Vous percevez confusément. Vous savez vaguement que vous devriez faire quelque chose, mais cette connaissance vague n'est pas suffisamment puissante pour surmonter les affects immédiats de peur ou d'ennui générés par vos idées inadéquates. La solution n'est pas plus de volonté, mais plus de clarté. Et comment acquiert-on plus de clarté? Par l'étude systématique de votre propre nature, par l'observation attentive de vos propres affects, par la réflexion géométrique sur les causes de vos actions. Permettez-moi de vous parler maintenant d'un concept que Steven Nadler, l'un de mes meilleurs biographes contemporains, a magnifiquement expliqué dans son livre Spinoza, A Life. Il s'agit du concept de l'éternité de l'esprit. Dans l'éthique, partie 5, proposition 23,
J'ai écrit quelque chose qui a semblé mystique à beaucoup, mais qui est en fait parfaitement rationnel. L'esprit humain ne peut être absolument détruit avec le corps, mais il en reste quelque chose qui est éternel. Qu'est-ce que cela signifie? Et quel rapport avec la procrastination? Cela signifie que dans la mesure où votre esprit forme des idées adéquates, des vérités éternelles, il participe lui-même à l'éternité. Les vérités mathématiques sont éternelles. Quand vous comprenez vraiment que la somme des angles d'un triangle euclidien égale 180 degrés, cette compréhension ne peut pas mourir parce qu'elle n'a jamais été temporelle. Elle existe subspecie aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité. De la même manière, quand vous comprenez vraiment votre propre nature et votre place dans la nature infinie, quand vous voyez clairement comment vous êtes une expression nécessaire de la substance unique, cette compréhension vous élève au-dessus du temps. Et voici le rapport avec la procrastination. Quand vous vivez uniquement au niveau temporel, au niveau de l'imagination et des affects passifs, chaque moment semble isolé. Vous vivez dans un présent perpétuel de réactions immédiates. Vous procrastinez parce que le plaisir ou l'évitement de la douleur immédiate domine votre perception. Mais quand vous commencez à voir votre vie subspecie aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité, la distinction entre maintenant et plus tard perd son pouvoir sur vous. Vous voyez votre vie comme une courbe géométrique continue, et vous comprenez que reporter une action ne fait que déplacer la douleur sans l'éliminer, tandis qu'agir maintenant selon la raison contribue à la perfection éternelle de votre essence. Laissez-moi vous donner une autre métaphore visuelle. Imaginez que vous regardez une rivière depuis la rive. Vous voyez l'eau couler et vous êtes emporté par le courant du temps. Chaque vague vous semble nouvelle, chaque moment semble isolé. C'est la perspective temporelle de l'imagination. Maintenant, imaginez que vous vous élevez au-dessus de la rivière de plus en plus haut, jusqu'à ce que vous puissiez voir non seulement la rivière, mais toute la vallée, les montagnes, d'où la rivière descend le lac où elle se jette. De cette perspective élevée, la rivière n'est plus un flux de moments séparés, mais une forme géométrique unique, éternelle dans son essence, sinon dans son existence. C'est la perspective subspecie aeternitatis. Et de cette perspective, procrastiner devient aussi absurde que de prétendre qu'un point de la courbe existe indépendamment du reste de la courbe. Maintenant, je dois aborder une objection que beaucoup font à ma philosophie et qui est pertinente pour notre discussion de la procrastination. On me dit, Spinoza, si tout est déterminé nécessairement, si nous n'avons pas de libre arbitre, pourquoi devrions-nous essayer de changer quoi que ce soit? Si je suis déterminé à procrastiner, pourquoi lutter contre cette détermination? C'est une objection qui trahit une incompréhension totale de ce que je dis. Dans l'Éthique, partie 2, proposition 49. Scoli, j'ai répondu à cette objection. L'expérience elle-même nous enseigne que les hommes croient être libres pour cette seule raison qu'ils sont conscients de leurs actions et ignorants des causes par lesquelles ils sont déterminés. Mais voici le point crucial. Vous êtes déterminé soit par des causes externes que vous ne comprenez pas, soit par votre propre nature que vous comprenez clairement. La différence n'est pas entre détermination et non-détermination, mais entre détermination passive et détermination active. Quand je vous explique les causes de la procrastination, quand je vous montre comment vos idées inadéquates génèrent des affects tristes, je ne vous donne pas le pouvoir de ne pas être déterminé. Je vous donne le pouvoir d'être déterminé par votre raison plutôt que par vos passions. Et cette transformation de la détermination passive en détermination active, c'est précisément ce que je veux dire par liberté. Parlons maintenant de quelque chose de plus pratique et concret. Comment appliquez-vous concrètement ma philosophie pour arrêter de procrastiner aujourd'hui dans votre vie réelle, face à votre ordinateur ou votre téléphone qui vous appelle vers la distraction? Permettez-moi de vous donner une méthode en 3 étapes basée rigoureusement sur les principes que j'ai établis dans l'éthique. Première étape, l'observation.
Quand vous sentez l'impulsion de procrastiner, observez simplement cet affect sans jugement moral. Ne dites pas « je suis faible » ou « je suis mauvais ». Dites simplement « je ressens X » où X est l'affect précis que vous ressentez. Cette observation elle-même est déjà un acte de raison, un mouvement du premier genre de connaissance vers le deuxième. Deuxième étape, l'investigation causale. Demandez-vous, quelle idée génère cet affect? Si c'est la peur, de quoi ai-je peur exactement? Si c'est l'ennui, pourquoi cette tâche me semble-t-elle ennuyeuse? Creusez jusqu'à trouver l'idée inadéquate sous-jacente. Par exemple, vous pourriez découvrir que vous avez peur parce que vous croyez que si vous échouez à cette tâche, cela prouvera que vous êtes incompétent. C'est une idée inadéquate parce qu'elle confond un événement particulier avec votre essence entière. Dans l'éthique partie 5, proposition 4, Scully, j'ai écrit que plus nous connaissons les choses singulières, plus nous connaissons Dieu, c'est-à-dire la nature. En connaissant clairement la cause singulière de votre affect, vous participez à la connaissance de la nature infinie. Troisième étape, la reformation. Une fois que vous avez identifié l'idée inadéquate, remplacez-la consciemment par une idée plus adéquate. Par exemple, remplacez « si j'échoue, je suis incompétent » par « cette tâche est un processus d'apprentissage et que je réussisse ou échoue cette fois particulière, mon essence et ma puissance de comprendre demeurent intactes. » Cette nouvelle idée est plus adéquate parce qu'elle correspond mieux à la réalité de ce que vous êtes. Un mode de la substance infinie dont l'essence est le conatus, l'effort de persévérer et d'augmenter votre puissance d'agir. Et rappelez-vous ce que j'ai dit, une idée plus adéquate est nécessairement plus puissante qu'une idée moins adéquate. En formant cette nouvelle idée, vous changerez nécessairement l'affect qui lui correspond. Mais attention, cette méthode n'est pas une technique rapide de hack mental, comme en vendent les charlatans de la productivité moderne. C'est une pratique quotidienne qui demande de la constance et de la patience. Pourquoi ? Parce que vos idées inadéquates et les affects qu'elles génèrent ont été renforcés par des années, parfois des décennies d'habitude. Dans l'éthique partie 5, proposition 7, j'ai écrit « Les affects qui naissent de la raison ou sont excités par elle, si on tient compte du temps, sont plus puissants que ceux qui se rapportent à des objets singuliers que nous considérons comme absents. Les affects rationnels sont plus puissants, mais ils doivent être cultivés patiemment. » Permettez-moi maintenant de vous parler d'une connexion surprenante que peu de gens réalisent. Ma philosophie anticipe de manière extraordinaire les découvertes de la neuroscience moderne sur la procrastination. Antonio Damasio, un neuroscientifique portugais, a écrit un livre appelé « Looking for Spinoza », où il montre comment mes intuitions sur la relation entre le corps et l'esprit, entre l'émotion et la raison, sont confirmées par la recherche sur le cerveau. Les neuroscientifiques ont découvert que la procrastination n'est pas un problème de contrôle de soi dans le cortex préfrontal. C'est un problème de régulation émotionnelle dans le système limbique. Quand vous procrastinez, votre amygdale réagit à la tâche comme à une menace, générant de l'anxiété, et vous fuyez cette anxiété vers une récompense immédiate. Mais voici ce qui est fascinant. La solution que propose la neuroscience moderne est exactement ce que j'ai proposé il y a 3 siècles. La seule façon de changer ces réponses émotionnelles automatiques est de reconditionner votre système limbique par l'exposition répétée combinée avec une réévaluation cognitive consciente. En termes modernes, thérapie cognitivo-comportementale. En termes spinozistes, formez des idées adéquates de vos affects jusqu'à ce que ces idées soient assez puissantes pour transformer les affects eux-mêmes. C'est la même chose. La neuroscience a simplement cartographié les structures cérébrales qui correspondent aux processus mentaux que j'ai décrits géométriquement. Voici une autre connexion moderne surprenante. Les bouddhistes, particulièrement dans la tradition de la pleine conscience, enseignent une pratique d'observation non jugeante de vos pensées et émotions. Ils disent « Observez vos pensées comme des nuages qui passent. Ne vous identifiez pas à elles. Ne les jugez pas. Laissez-les simplement être. »
C'est très proche de ce que je recommande dans la première étape de ma méthode, mais j'ajoute quelque chose que le bouddhisme traditionnel n'a pas, l'analyse causale rationnelle. Il ne suffit pas d'observer vos affects, vous devez comprendre leurs causes, parce que c'est cette compréhension, et elle seule, qui vous libère vraiment. Le philosophe allemand Leibniz, mon contemporain avec qui j'ai eu quelques échanges, a dit quelque chose d'intéressant qui contraste avec ma position. Il a dit que nous vivons dans le meilleur des mondes possibles, que Dieu a choisi ce monde parmi une infinité de possibles parce qu'il maximise le bien. C'est absurde. Il n'y a pas de monde possible. Il n'y a qu'un seul monde, nécessaire, qui découle de la nature de Dieu avec la même nécessité que les propriétés du triangle découlent de sa définition. Dans l'éthique partie proposition 29, j'ai écrit « Dans la nature des choses, rien n'est donné de contingent, mais tout est déterminé par la nécessité de la nature divine à exister et à produire un effet d'une certaine façon. » Pourquoi est-ce important pour la procrastination? Parce que l'idée de possibilités non réalisées, de chemins non pris, de futurs alternatifs, est une des sources principales de regrets, d'anxiété et donc de procrastination. Vous vous dites « j'aurais dû faire X » ou « je devrais être en train de faire X » et ces « aurait dû » et « devrait » génèrent de la culpabilité et de l'anxiété qui paralysent votre action. Mais si vous comprenez que tout ce qui arrive arrive nécessairement, que vous ne pouviez pas avoir agi autrement que vous ne l'avez fait, étant donné les causes qui vous déterminaient à ce moment, alors la culpabilité devient irrationnelle. La seule question rationnelle n'est pas « aurais-je dû agir autrement ?» mais comment puis-je acquérir maintenant une compréhension plus claire qui me déterminera à agir plus efficacement à l'avenir? Maintenant, je veux aborder quelque chose de plus sombre, quelque chose que peu de philosophes ont eu le courage de dire aussi clairement que moi. La plupart des êtres humains vivent leur vie entière dans l'esclavage des passions. Ils ne connaissent jamais la vraie liberté, ils ne connaissent jamais la béatitude. Ils sont ballottés de plaisir en douleur, de désir en frustration, sans jamais comprendre les causes qui l'émeuvent. Et la procrastination n'est qu'un symptôme parmi d'autres de cette condition d'esclavage fondamentale. Dans l'éthique, partie 4, préface, j'ai écrit « L'impuissance de l'homme à gouverner et à contraindre ses affects, je l'appelle servitude. Car l'homme soumis aux affects ne relève pas de lui-même, mais de la fortune, dont le pouvoir est tel sur lui que souvent il est contraint, bien qu'il voit le meilleur, de faire pourtant le pire. C'est la condition humaine par défaut. Vous voyez ce qui est bon pour vous, et pourtant vous faites le contraire. Vous savez que vous devriez travailler, et pourtant vous procrastinez. C'est l'esclavage. Et la plupart des gens acceptent cet esclavage comme inévitable, comme juste la vie. Ils ne réalisent même pas qu'une autre manière d'être est possible. C'est pourquoi ma philosophie était si dangereuse et reste dangereuse aujourd'hui. Elle dit que l'esclavage n'est pas inévitable, que vous pouvez vous libérer. Mais la libération exige quelque chose que peu de gens sont prêts à donner. Une honnêteté radicale avec vous-même, un examen impitoyable de vos propres illusions, une volonté de abandonner toutes les croyances réconfortantes qui vous maintiennent dans l'ignorance. Laissez-moi être clair sur quelque chose. Je ne vous promets pas que si vous suivez ma philosophie, vous deviendrez soudainement super productif, que vous accomplirez toutes vos tâches facilement, que vous ne procrastinerez plus jamais. Ce serait une promesse fausse. Ce que je vous promets, c'est quelque chose de plus profond et de plus précieux. Je vous promets que si vous acquérez une compréhension claire de votre propre nature, si vous formez des idées adéquates de vos affects, si vous vous élevez du premier genre de connaissance au deuxième, et peut-être avec de la chance, et beaucoup de travail au troisième, alors votre relation entière avec l'action changera. Vous n'agirez plus par peur ou par culpabilité. Vous agirez par compréhension de ce qui constitue réellement votre bien. Et peut-être que cette action ne ressemblera pas à ce que les gourous de la productivité appellent productivité. Peut-être que vous découvrirez que certaines choses que vous pensiez devoir faire n'augmentent pas réellement votre puissance d'être.
Peut-être que vous découvrirez que la vraie liberté signifie parfois ne rien faire, simplement contempler la nature infinie et votre place en elle. Dans l'éthique partie 5 proposition 42, j'ai écrit « La béatitude n'est pas la récompense de la vertu, mais la vertu elle-même. Et nous n'en jouissons pas parce que nous contenons nos désirs lubriques, mais au contraire, c'est parce que nous en jouissons que nous pouvons contenir ces désirs. » La béatitude n'est pas quelque chose que vous atteignez après avoir accompli toutes vos tâches. C'est l'état même de comprendre clairement ce que vous êtes. Maintenant, je veux vous parler du plus grand paradoxe de ma philosophie, celui qui choque le plus les gens. J'ai dit que Dieu et la nature sont une seule et même chose, Deus sive natura. Dans l'éthique partie 1, proposition 14, j'ai écrit « Hors Dieu, nulle substance ne peut être ni être conçue. » Cela signifie que tout ce qui existe, vous, moi, cette vidéo, l'univers entier, est un mode, une modification de la substance infinie unique. Vous n'êtes pas séparé de Dieu. Vous êtes une expression de Dieu. Quand vous agissez selon votre nature la plus profonde, quand vous suivez votre conatus guidé par la raison, vous agissez avec la nécessité même de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie pour la procrastination? Cela signifie que quand vous procrastinez, ce n'est pas simplement vous qui échouez. C'est Dieu, la nature infinie, qui s'exprime à travers vous d'une manière diminuée, inadéquate. Et quand vous agissez avec clarté et puissance, guidé par la raison, c'est Dieu qui s'exprime à travers vous d'une manière plus pleine, plus adéquate. Vous n'êtes pas un petit moi isolé, luttant pathétiquement pour accomplir des tâches. Vous êtes un mode de la substance infinie, participant à l'auto-expression éternelle de la nature. Cette perspective change tout. Votre action n'est plus un devoir moral imposé de l'extérieur. C'est l'expression naturelle de votre essence divine. Je sais que cela semble mystique, presque religieux, mais ce n'est pas de la religion, c'est de la métaphysique géométrique. Dans le court traité sur Dieu, l'homme et sa béatitude, un de mes premiers écrits, j'ai expliqué que l'amour intellectuel de Dieu, amor Dei intellectualis, est la forme la plus élevée de joie, la béatitude même. Cet amour n'est pas une émotion sentimentale, c'est la compréhension claire et distincte de la nature infinie et de votre participation à elle. Et quand vous atteignez cette compréhension, même partiellement, même pour des moments fugaces, vous découvrez que la question de la procrastination devient presque sans objet. Vous agissez avec la nécessité joyeuse d'une chose qui ne peut être autrement qu'elle n'est. Permettez-moi de revenir maintenant à quelque chose de plus terre à terre et pratique. Comment cultivez-vous cette compréhension au quotidien? Comment passez-vous de l'esclavage des passions à la liberté de la raison? J'ai vécu cette transformation moi-même. Après mon excommunication, j'ai passé des années à développer systématiquement ma compréhension. Chaque jour, je lisais les philosophes anciens et modernes. Chaque jour, je contemplais la nature à travers mes études d'optique et de physique. Chaque jour, j'examinais mes propres affects avec honnêteté. Et progressivement, année après année, j'ai senti ma puissance d'agir augmenter, mes passions tristes diminuer, ma compréhension s'approfondir. Vous pouvez faire la même chose. Commencez petit, choisissez une tâche que vous procrastinez habituellement. Appliquez les 3 étapes que je vous ai données, observation, investigation causale, reformation. Faites cela quotidiennement. Tenez un journal si cela vous aide. Écrivez vos observations de vos affects, vos hypothèses sur leurs causes, vos nouvelles idées plus adéquates. Et lisez. Lisez de la philosophie, pas pour accumuler des connaissances mortes, mais pour aiguiser votre capacité à penser clairement. Lisez mon éthique, lentement, proposition par proposition, jusqu'à ce que vous compreniez non seulement ce que je dis, mais pourquoi je le dis. Comment chaque proposition découle nécessairement des précédentes. Et par-dessus tout, soyez patient avec vous-même. La transformation de l'esclavage à la liberté n'est pas instantanée. C'est un processus graduel d'augmentation de la compréhension. Dans l'éthique, partie 5, proposition 39, Scoli, j'ai écrit «
Qui a un corps apte à un très grand nombre de choses, a un esprit dont la plus grande partie est éternelle. Cela signifie que plus vous développez votre capacité à agir de multiples manières, et plus vous participez à l'éternité. La procrastination est une manière de rétrécir votre champ d'action, de vous limiter. Vaincre la procrastination est une manière d'élargir ce champ, d'augmenter votre participation à l'infini. Maintenant, je veux aborder directement une objection que je peux imaginer que beaucoup d'entre vous font. Vous vous dites peut-être « Spinoza, tout cela est très philosophique, mais j'ai un projet à rendre demain et je procrastine. Je n'ai pas le temps pour toute cette introspection métaphysique, j'ai besoin d'une solution maintenant. » Je comprends cette objection. Je l'ai entendue toute ma vie sous diverses formes. C'est l'objection de celui qui est prisonnier de l'urgence, qui vit uniquement dans le temps court de l'imagination. Mais laissez-moi vous dire ceci. C'est précisément cette mentalité, cette croyance que vous n'avez pas le temps de comprendre, qui vous maintient dans l'esclavage perpétuel de la procrastination. Oui, vous avez besoin d'une solution immédiate pour votre projet de demain. Et voici ma solution immédiate. Asseyez-vous, fermez toutes les distractions, observez l'affect qui vous pousse à procrastiner. Nommez-le précisément. Identifiez l'idée inadéquate qui le génère. Remplacez-la par une idée plus adéquate. Et puis, commencez à travailler, même si c'est juste pour 5 minutes. Cette séquence ne prendra pas plus de 2 ou 3 minutes. Mais elle transformera radicalement votre rapport à la tâche parce qu'elle transformera l'idée que vous en avez. Faites cela et vous découvrirez que vous pouvez travailler. Peut-être pas facilement, peut-être pas joyeusement au début, mais vous pouvez travailler. Et en travaillant, votre compréhension s'approfondira et travailler deviendra progressivement plus facile. Sortirez jamais du cycle. La vraie solution à long terme est de développer votre compréhension systématiquement, jour après jour, jusqu'à ce que agir selon la raison devienne aussi naturel que respirer. C'est cela, la libération, que je vous offre. Pas un truc rapide, mais une transformation complète de votre être. Laissez-moi maintenant vous parler de quelque chose que peu de commentateurs ont vraiment compris dans ma philosophie. C'est le concept de l'individu comme composition de rapport. Dans l'éthique, partie 2, lemme 4 après la proposition 13, j'ai expliqué que ce qui constitue la forme d'un individu consiste en une union de corps et que cette union est préservée même quand les parties individuelles changent constamment. Vous n'êtes pas une substance fixe et immuable. Vous êtes un rapport dynamique de parties en constant changement. Vos cellules meurent et se renouvellent, vos pensées surgissent et disparaissent. Mais ce qui vous définit, c'est le rapport, le pattern, la structure qui persiste à travers ces changements. Qu'est-ce que cela signifie pour vaincre la procrastination? Cela signifie que vous ne devez pas essayer de devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un qui ne procrastine jamais. Vous devez transformer les rapports qui constituent votre individualité. Vous devez réorganiser les parties, les affects, les idées qui composent votre esprit de telle sorte que le pattern global exprime plus de puissance d'agir. C'est comme accorder un instrument de musique. Vous ne changez pas les cordes, vous ajustez leur tension pour qu'elles produisent les notes justes. De même, vous ne changez pas votre essence. Vous clarifiez les idées qui la composent pour qu'elles expriment votre conatus plus adéquatement. Parlons maintenant de ce que j'appelle les notions communes. Dans l'éthique, partie 2, propositions 38 et 39, j'ai expliqué que certaines idées sont communes à toute chose et sont également dans la partie et dans le tout. Ces notions communes sont les fondations de notre raisonnement rationnel. Par exemple, l'idée que tous les corps sont étendus, l'idée que tous les corps peuvent se mouvoir plus vite ou plus lentement, l'idée que tous les esprits s'efforcent de persévérer dans leur être. Ce sont des vérités universelles que vous pouvez saisir clairement. Pourquoi est-ce crucial pour vaincre la procrastination? Parce que quand vous basez votre compréhension de vous-même sur des notions communes plutôt que sur des expériences particulières confuses, vous gagnez en stabilité mentale. Vous ne vous définissez plus par vos échecs passés ou vos réussites particulières.
Vous vous définissez par votre participation aux lois universelles de la nature. Vous comprenez que tous les êtres humains ont le même conatus fondamental, que tous luttent entre l'esclavage des passions et la liberté de la raison. Cette compréhension génère ce que j'appelle la fortitudo, la force d'âme, qui se divise en fermeté et générosité. La fermeté est l'effort de persévérer dans son être par raison seule. La générosité est l'effort d'aider les autres selon la raison. Maintenant, permettez-moi de vous révéler quelque chose de profondément personnel. Quand j'ai été excommunié, quand ma propre famille m'a rejeté, quand j'ai été physiquement attaqué dans la rue par un fanatique qui a essayé de me poignarder, j'aurais pu abandonner. J'aurais pu procrastiner sur mon travail philosophique, sombrer dans l'amertume et la dépression. Mais je ne l'ai pas fait. Comment ? Pas par volonté héroïque, pas par force de caractère exceptionnelle, mais par compréhension claire. Je comprenais que ces événements, aussi douloureux soient-ils, découlaient nécessairement de causes que je pouvais comprendre. Les autorités religieuses me persécutaient non par malice personnelle, mais parce qu'elles étaient elles-mêmes enchaînées par des idées inadéquates sur Dieu et la religion. En comprenant cela, je transformais mon affect de colère en affect de compassion rationnelle. Je ne haïssais pas mes persécuteurs. Je les voyais comme des esclaves de leur propre passion, et cette compréhension me libérait pour continuer mon travail. Chaque jour, dans ma petite chambre, je polissais mes lentilles pour gagner mon pain, et je polissais mes idées pour gagner ma liberté. C'était la même activité, vraiment. Polir une lentille, c'est enlever les imperfections pour que la lumière passe clairement. Polir une idée, c'est enlever les confusions pour que la vérité se révèle clairement. Vous pouvez faire la même chose avec votre procrastination. Ne la voyez pas comme votre ennemi personnel. Voyez-la comme une lentille mal polie, une idée confuse qui a besoin d'être clarifiée. Et le processus de clarification lui-même est votre libération. Chaque fois que vous observez un affect de procrastination, que vous identifiez sa cause, que vous formez une idée plus adéquate, vous polissez votre esprit. Et avec le temps, avec de la constance, votre esprit devient comme une lentille parfaitement transparente, à travers laquelle la vérité de votre nature peut briller sans obstruction. Maintenant, je veux vous parler d'une connexion que mes lecteurs modernes font souvent entre ma philosophie et la physique quantique. Des physiciens comme Albert Einstein ont même mentionné mon concept de Deus sive natura quand ils parlaient de leur conception de l'univers. Einstein a dit qu'il croyait au Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'harmonie ordonnée de ce qui existe. Pourquoi cette connexion est-elle pertinente ? Parce que la physique moderne a découvert que l'observateur et l'observé ne sont pas séparés, que l'acte d'observation affecte ce qui est observé. C'est exactement ce que je disais il y a 3 siècles. L'ordre et la connexion des idées sont les mêmes que l'ordre et la connexion des choses. Quand vous observez votre procrastination avec une attention claire et rationnelle, vous ne regardez pas quelque chose d'extérieur à vous. Vous transformez votre propre nature par l'acte même d'observation. C'est pourquoi la simple conscience, la mindfulness, comme disent les anglophones, peut avoir un effet transformateur. Mais j'insiste encore, la conscience seule ne suffit pas. Il faut une conscience qui comprend, qui saisit les causes, qui forme des idées adéquates. C'est la différence entre simplement observer vos pensées passer comme des nuages et comprendre géométriquement pourquoi ces pensées particulières surgissent à ce moment particulier. Permettez-moi maintenant de vous donner une dernière métaphore visuelle que je veux que vous graviez dans votre mémoire. Imaginez un arbre. Ses racines plongent profondément dans la terre, invisible. Son tronc s'élève, visible et solide. Ses branches s'étendent, portant des feuilles et des fruits. Et la procrastination est comme regarder les fruits pourris sur les branches et essayer de les arracher un par un. Vous pouvez enlever un fruit pourri, mais si les racines sont malades, d'autres fruits pourris apparaîtront. Ma philosophie vous dit, descends aux racines. Examine la terre, les nutriments, l'eau. Comprends pourquoi l'arbre produit des fruits pourris. Et quand tu comprends les causes racinaires,
Quand tu améliores la qualité de la terre et de l'eau, l'arbre entier se transforme naturellement et nécessairement. Les fruits deviennent sains non par effort, mais par conséquence naturelle de racines saines. Les racines de votre procrastination sont vos idées les plus fondamentales sur vous-même, sur le monde, sur ce qui constitue votre bien. Et ces idées, la plupart du temps, vous les avez héritées sans examen critique. Votre famille, votre société, votre religion vous ont transmis certaines idées sur ce que vous devriez être, ce que vous devriez accomplir, comment vous devriez vivre. Et beaucoup de ces idées sont inadéquates. Elles ne correspondent pas à votre nature véritable. Elles génèrent des affects de culpabilité, d'anxiété, de honte. Et ces affects vous paralysent, vous font procrastiner. La libération commence quand vous osez questionner ces idées héritées. Quand vous demandez « Est-ce vraiment mon bien ?» ou « Est-ce le bien que quelqu'un d'autre a défini pour moi ?» Dans l'éthique partie 4, proposition 20, j'ai écrit « Plus chacun s'efforce de chercher ce qui lui est utile, c'est-à-dire de conserver son être, et le peut plus, il est doué de vertu. Et au contraire, en tant que chacun néglige ce qui lui est utile, c'est-à-dire néglige de conserver son être, en tant que cela il est impuissant. » Votre première responsabilité n'est pas envers les attentes des autres, c'est envers votre propre conatus, votre propre effort de persévérer et d'augmenter votre puissance d'être. Mais attention, cela ne signifie pas l'égoïsme au sens vulgaire. Car j'ai aussi démontré que ce qui est vraiment utile pour vous, ce qui augmente vraiment votre puissance, c'est de vivre en accord avec les autres êtres humains guidés par la raison. Dans l'éthique, partie 4, proposition 35, j'ai écrit « Dans la mesure seulement où les hommes vivent sous la conduite de la raison, ils s'accordent toujours nécessairement en nature. Des êtres rationnels ne sont jamais en conflit véritable, leurs intérêts convergent naturellement. C'est seulement l'ignorance et les passions qui créent des conflits. Donc, quand je vous dis de chercher votre bien propre, je ne vous dis pas d'ignorer les autres. Je vous dis de comprendre que votre bien véritable et le bien des autres êtres rationnels sont harmonieusement alignés. Et cette compréhension transforme radicalement votre motivation. Vous ne travaillez plus par obligation externe. Vous ne procrastinez plus par rébellion contre ces obligations. Vous agissez par compréhension claire de ce qui augmente réellement votre puissance en harmonie avec les autres. Comment alors appliquer tout cela concrètement dans votre vie, aujourd'hui, maintenant? Laissez-moi vous donner un plan pratique en 7 étapes que vous pouvez commencer immédiatement. Première étape, chaque matin, avant de commencer votre journée, prenez 5 minutes pour vous asseoir en silence et observer votre état mental. Quels affects ressentez-vous? Anticipation, anxiété, fatigue, nommez-les précisément. Cette pratique quotidienne développe votre capacité d'observation qui est la base de tout. Deuxième étape, identifiez une tâche que vous procrastinez habituellement. Une seule pour commencer. Écrivez sur un papier « Je procrastine X ». Puis écrivez « L'affect principal que je ressens face à X est ». Complétez honnêtement. Puis écrivez « L'idée qui génère cet affect est ». Creusez jusqu'à trouver l'idée inadéquate fondamentale. Par exemple, « X est trop difficile pour moi » ou « Si j'échoue à X, je suis un échec ». Troisième étape, examinez cette idée avec la rigueur d'un géomètre. Est-elle vraiment vraie? Sur quelle évidence repose-t-elle? Quelles sont ses implications logiques? Vous découvrirez presque toujours que l'idée est inadéquate, qu'elle généralise abusivement à partir d'expériences particulières, qu'elle confond des aspects partiels de la réalité avec la totalité. Quatrième étape, formulez une idée plus adéquate qui remplace l'idée inadéquate. Par exemple, remplacez « X est trop difficile pour moi » par « X est un défi qui peut augmenter ma puissance si je l'aborde étape par étape ». Remarquez que l'idée nouvelle n'est pas simplement positive au sens naïf. Elle est plus vraie, plus conforme à la réalité de ce que vous êtes et de ce que est la tâche. Cinquième étape, agissez immédiatement, même minimalement.
Faites une seule petite action vers la tâche, pas pour accomplir la tâche entière, mais pour vérifier expérimentalement que votre nouvelle idée correspond à la réalité. Quand vous faites cette petite action, observez l'affect qui l'accompagne. Est-il différent de l'affect de procrastination habituel? Presque certainement oui. 6e étape, répétez ce processus quotidiennement. Chaque jour, observez, identifiez, examinez, reformulez, agissez. Au début, cela semblera artificiel, laborieux. Mais avec la répétition, cela deviendra naturel. Vous développerez ce que j'appelle un habitus rationnel, une disposition stable à former des idées adéquates. 7e étape, élargissez progressivement. Une fois que vous maîtrisez ce processus pour une tâche, appliquez-le à d'autres. Puis appliquez-le non seulement à la procrastination, mais à tous vos affects problématiques, colère, jalousie, peur, tristesse. Vous découvrirez que c'est toujours le même processus. Observation, identification de la cause, reformation de l'idée. C'est la méthode universelle de libération que j'ai découverte et que je vous lègue à travers les siècles. Maintenant, je veux vous préparer à quelque chose d'important. Ce chemin de transformation que je décris n'est pas linéaire. Il n'est pas progressif au sens simple. Vous aurez des moments d'illumination où tout devient clair, suivis de périodes d'obscurité où vous retombez dans les vieilles habitudes. C'est normal, c'est nécessaire même. Dans l'éthique, partie 5, proposition 20, Scully, j'ai écrit que nous sentons et expérimentons que nous sommes éternels, mais cette expérience n'est pas constante. Elle vient et va. La béatitude n'est pas un état permanent que vous atteignez une fois pour toutes. C'est une qualité de certains moments qui peuvent devenir plus fréquents et durables avec la pratique, mais qui restent entrelacés avec des moments de moindre clarté. Ne vous découragez donc pas quand vous procrastinez encore après avoir compris tout ce que je vous ai dit. Ce n'est pas un échec. C'est simplement un moment où les causes externes qui vous affectent sont temporairement plus puissantes que votre compréhension rationnelle. Dans l'éthique, partie 4, proposition 6, j'ai démontré la force d'un affect ou passion quelconque peut surpasser les autres actions ou la puissance de l'homme, de telle sorte que l'affect adhère obstinément à l'homme. Oui, parfois vos passions seront plus fortes, mais même dans ces moments, vous n'êtes pas impuissant. Vous pouvez observer, comprendre, apprendre. Et chaque observation, même d'un échec, augmente votre compréhension pour la prochaine fois. Voici maintenant quelque chose que je dois vous dire avec toute la solennité que je peux invoquer. Vous êtes à un carrefour. Non pas le carrefour du libre arbitre illusoire, mais le carrefour de la compréhension. Ou bien vous continuez à vivre comme vous avez vécu, ballotté par des affects que vous ne comprenez pas, esclave de la procrastination et de 1000 autres passions tristes. Ou bien vous commencez aujourd'hui, maintenant, à cultiver systématiquement votre compréhension. La différence entre ces deux chemins n'est pas une différence de destination finale, car tout est déterminé nécessairement. La différence est une différence de la qualité de votre voyage à travers cette vie nécessaire. Sur un chemin, vous subissez votre vie. Sur l'autre, vous la comprenez. Sur un chemin, vous êtes une feuille emportée par le vent. Sur l'autre, vous êtes le vent lui-même. Ou plutôt, vous comprenez que vous avez toujours été le vent, que la distinction entre vous et le vent était une illusion de l'imagination. Rappelez-vous les mots que j'ai écrits au début, les mots que vous devez maintenant comprendre avec une profondeur nouvelle. Chaque chose, autant qu'il est en elle, s'efforce de persévérer dans son être. Cet effort, ce conatus, est votre essence même. La procrastination n'est que votre conatus mal dirigé par des idées confuses. La vie rationnelle est votre conatus parfaitement aligné avec votre nature véritable. Alors je vous pose la question finale, la seule question qui compte vraiment. Allez-vous vivre sous l'esclavage des idées inadéquates ou allez-vous vous élever vers la liberté de la compréhension claire? La réponse à cette question n'est pas un choix libre au sens métaphysique. Vous serez déterminé à répondre d'une certaine manière par toutes les causes qui vous ont formé jusqu'à ce moment.
Mais en posant la question, en contemplant ces deux chemins, vous modifiez déjà les causes qui vous déterminent. Vous introduisez une nouvelle idée dans votre esprit, et cette idée, si elle est claire et adéquate, sera nécessairement puissante. Elle vous transformera. Je termine maintenant où j'ai commencé, mais vous n'êtes plus celui ou celle que vous étiez au début. Chaque chose, autant qu'il est en elle, s'efforce de persévérer dans son être. Vous comprenez maintenant que ces mots ne décrivent pas simplement une loi abstraite. Ils décrivent votre vie même, votre combat quotidien, votre effort de persévérer face aux défis. Et vous comprenez maintenant que la procrastination n'est pas l'absence de cet effort, mais sa forme confuse et inadéquate. Quand vous transformez vos idées confuses en idées claires, vous ne créez pas un effort nouveau. Vous clarifiez l'effort qui a toujours été là, qui est votre essence même. Et dans cette clarification se trouve toute la liberté, toute la puissance, toute la béatitude que l'existence humaine peut atteindre. Voilà ce que j'avais à vous révéler. Non pas un truc de productivité, mais la vérité géométrique sur votre nature. Maintenant, il ne reste qu'une chose, vivre cette vérité. Et vivre cette vérité ne signifie pas attendre demain, ou la semaine prochaine, ou quand vous vous sentirez prêt. Car ce sentiment de préparation que vous attendez n'est qu'une autre forme de l'imagination confuse, une autre idée inadéquate qui vous maintient dans l'attente perpétuelle. Vivre cette vérité commence maintenant, dans ce moment précis, avec la décision de former une idée claire plutôt qu'une idée confuse. Et cette décision elle-même n'est pas un acte de volonté libre, rappelez-vous, mais la conséquence nécessaire de votre compréhension nouvelle. Si vous avez vraiment compris ce que je vous ai expliqué, vous êtes déjà transformé. Vous ne pouvez pas comprendre vraiment et rester identique. Dans le traité de la réforme de l'entendement, j'ai raconté comment j'ai commencé ma quête philosophique. J'ai écrit que j'avais résolu de chercher s'il existait un bien véritable qui, une fois trouvé et acquis, me donnerait une joie continue et suprême pour l'éternité. Et j'ai découvert que ce bien existe, qu'il n'est pas dans les richesses, ni dans les honneurs, ni dans les plaisirs sensuels, mais dans la connaissance de l'union que l'esprit a avec la nature entière. Cette découverte a transformé ma vie complètement. Elle peut transformer la vôtre aussi, mais seulement si vous acceptez de payer le prix, qui n'est pas un prix en argent ou en temps, mais un prix en honnêteté avec vous-même. Vous devez être prêt à abandonner toutes vos illusions confortables. L'illusion que vous êtes libre au sens du libre arbitre. L'illusion que vous êtes séparé de la nature. L'illusion que votre bonheur dépend de circonstances externes. L'illusion que la procrastination est un défaut moral plutôt qu'un symptôme d'ignorance. Ces illusions vous protègent de la vérité terrifiante de votre condition réelle. Vous êtes un mode fini d'une substance infinie, déterminé à exister et agir par des causes que vous ne comprenez qu'imparfaitement. Mais en acceptant cette vérité terrifiante, vous gagnez quelque chose d'infiniment plus précieux que le confort de l'illusion. Vous gagnez la possibilité de participer consciemment à l'ordre éternel de la nature. Pensez à cela. Depuis le début de cette vidéo jusqu'à maintenant, combien de temps s'est écoulé? 100 minutes peut-être. Et pendant ces 100 minutes, vous avez été exposé à des idées qui ont pris des siècles à se former. Des idées qui m'ont coûté mon appartenance à ma communauté, ma sécurité, presque ma vie. Ces idées sont maintenant en vous. Elles font partie de votre esprit. Vous ne pouvez pas les désapprendre. Même si vous décidez de les rejeter, elles auront laissé une trace. Elles auront modifié la structure de votre compréhension. Et cette modification, si petite soit-elle, changera la manière dont vous procrastinerez à l'avenir. Vous procrastinerez peut-être encore, mais vous ne le ferez plus avec la même innocence ignorante. Vous saurez ce que vous faites. Et cette conscience est déjà le début de la transformation. Alors que faire maintenant, concrètement, après avoir écouté tout cela? Voici ma recommandation finale. Fermez cette vidéo. Asseyez-vous dans le silence. Prenez une feuille de papier et écrivez une seule question. Quelle est l'idée inadéquate la plus puissante qui guide ma vie?
Pas vos idées sur la procrastination spécifiquement, mais l'idée fondamentale sur vous-même, sur le monde, sur votre place dans l'existence. Creusez profondément, soyez brutalement honnête. Et quand vous trouvez cette idée, examinez-la avec toute la rigueur géométrique dont vous êtes capable. D'où vient-elle? Est-elle vraie? Sur quoi repose-t-elle? Et ensuite, essayez de formuler une idée plus adéquate qui puisse la remplacer. Ce processus unique peut changer toute votre vie. Pas immédiatement, pas miraculeusement, mais réellement et durablement. Car en transformant votre idée la plus fondamentale, vous transformez la racine même de laquelle découlent tous vos affects et toutes vos actions.